Trail Business Club s'installe à Chamonix pour vous faire vivre les coulisses business du sommet mondial du trail 2025 avec iRun.fr. Retrouvez-nous pour une émission quotidienne enregistrée depuis la House of Mountain de iRun, leader du running, du trail et de l'outdoor, né de la motivation de passionnés de vouloir rendre accessible à tous les meilleurs équipements, les conseils les plus avisés et les expériences les plus mémorables. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, on est en direct depuis Chamonix pour ce quatrième épisode de Trail Business Club sous la pluie. Aujourd'hui, il fallait bien que ça arrive un jour. On nous l'annonçait depuis lundi et on est très matinal. D'habitude, il y avait à peu près 30 personnes dans la salle. Aujourd'hui, il y a malheureusement personne pour le moment. On est toujours avec Mathilde Lenné. Bonjour Mathilde. Bonjour pour ce Fred. quatrième épisode. Petit point météo du jour, on le disait, la pluie, il a beaucoup plu. Un report de course qui partira avec 2 heures de retard ce matin. L'OCC, la première des Final of UTMB 2025. On est cette semaine ici pour 5 numéros hors série autour du business du trail dans le cadre de l'Ultra Trail de l'UTMB avec iRun.fr. Dans ce 4e épisode, on va évoquer avec nos 3 invités que je vous présenterai juste après les nouveaux récits, les nouvelles audiences et la compétition comme média d'expression pour les marques. Le premier épisode était consacré à la Consumer Experience, l'expérience consommateur en français. La seconde sur la stratégie de brand content. La 3e avec Brooks était sur la stratégie de marque autour d'un team et les indicateurs de performance. Et le dernier épisode sera consacré à l'inclusion comme moteur de transformation avec Oka, Boris Girardi et Fabrice Perrin. Comme chaque jour, Mathilde, on commence avec les dernières actus du salon et les brèves que l'on a récoltées tous les deux. Exactement. Donc, on a rencontré pas mal d'acteurs, notamment dans le monde de la lunette. Ça bouge beaucoup dans ce milieu-là. On a les habituels Jules Beau et consorts. On avait aussi vu arriver de nouveaux acteurs comme AZR, Bliss, etc. Et là, on a pu croiser donc 2 nouveaux acteurs, mais aussi la marque Bollé, qui est basée à Oyonnax depuis 1888 et qui arrive dans le trail avec une paire de lunettes, un modèle pour l'instant, qui s'appelle le modèle Trail Chaser, une série limitée à 300 exemplaires qui pèse 31 grammes pour un prix de quand même 220 €. C'est pas donné à tout le monde. Mais donc voilà, on le dit depuis le premier épisode, ça bouge beaucoup. Beaucoup de nouveaux acteurs, quelle que soit la catégorie de produits. Il y a de la place pour tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un engouement et il y a une vraie ébullition. Donc toi, Fred, tu as été voir un acteur un peu plus massif, et en tout cas un équipementier Qui arrive progressivement. Pardon, 8h du matin, la machine se lance. Hein. Et donc, NAKCG, tu les as rencontrés en tout début de semaine, on en parlait. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au tournant qu'on est en train de vivre là, justement, chez tous les équipementiers ? Alors oui, on voit ici, et c'est pas nos invités qui vont nous démentir qu'en quelques années, ça a pris un essor incroyable. Hein. On voit vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment la pleine ébullition. Hein. C'est une vraie marmite, ce cœur de centre-ville à Chamonix. Et du côté de SCG, eh ben, aujourd'hui, on a 2 chiffres qui m'ont donné. Je pense que Jean-Mi, qui est avec nous, va les confirmer. Aujourd'hui, le marché du trail running au niveau mondial est à peu près estimé à 9 milliards de dollars. Ça, c'est le marché global. Et du côté de SCG, on pourrait croire que ils sont bien confortablement installés dans les grands leaders. Et c'est pas du tout le cas, puisqu'aujourd'hui, chez eux, le trail running ne représente que 300 millions de dollars. Donc, c'est tout petit. Quand on a parlé des chiffres les autres jours, comme une société comme Oka, qui aujourd'hui atteint les 2,2 milliards. New Balance, c'est aussi un des gros acteurs du marché du sport dans le monde, numéro 5, je pense, dans le monde. Donc, voilà, aujourd'hui, SCG a de grosses ambitions. Et j'ai rencontré l'un des designers, l'un des concepteurs de chaussures qui s'appelle Baptiste Rémy, qui a notamment travaillé sur les chaussures de football avant d'intégrer Nike et le trail. Et je vous propose tout de suite d'écouter son expertise sur l'innovation produit, mais aussi sur l'accès, sa vision de l'accès à la discipline qui est en train de se démocratiser un petit peu partout dans le monde. J'ai travaillé en effet plus de 7 ans dans le foot. Donc le foot, il faut savoir que les chaussures de foot, c'est très technique. Donc c'est presque de l'ingénierie. Et en fait un lien avec les chaussures un peu trail qui sont en fait une chaussure de running mais encore plus technique. Donc en fait une similarité entre les deux, sachant que le foot en fait c'est comment combiner une innovation et un côté technique et de l'ingénierie qui est absolument dominante dans le domaine avec un côté visuel.
tout sans affecter en fait le côté performance. Le trail, c'est un peu pareil. De plus en plus, on se retrouve avec des chaussures de plus en plus techniques. Il y a beaucoup de concurrence, donc ça devient de plus en plus compliqué, mais en même temps de plus en plus excitant. Et en fait, comment on peut ça faire en sorte qu'on combine aussi, maintenant, le visuel aussi est très très important. Le visuel et à la fois la performance, de façon à ce qu'en fait, on se retrouve avec des chaussures qui a à la fois un impact sur le mental de nos athlètes et à la fois aussi niveau performance qui performent en fait au top. J'étais avec Jean-Luc Diard ici de Oka hier. On en parle. Vous aussi, vous sentez que le marché il est en train d'exploser, que la pratique elle est en train d'exploser partout dans le monde, à la fois aux US, à la fois en Europe et à la fois en Chine. Ah bah ouais, après ça fait quand même 3-4 ans là maintenant, je veux dire. Là dernièrement, les 2 dernières années, je trouve que ça a encore plus explosé. Faut savoir que en fait dès que le consommateur ou même le coureur, il comprend que dans le trail running, c'est pas juste courir en montée, mais qu'on peut s'arrêter, on peut marcher directement, l'approche elle est différente. Et d'un coup, les gens se sentent en fait accessibles, ils sentent l'accès à ce sport-là. Et aussi, t'as un côté ludique, t'as un côté nature, t'as un côté où en fait il y a des terrains qui sont différents, et donc c'est un côté où, en fait un peu où tu as un peu de tout, et c'est très ludique et à la fois c'est aussi stimulant. Donc ouais, non, ça explose complètement. Donc on le voit sur le marché, on voit même sur l'intérêt du sport, et on peut le voir à l'UTMB. Genre sur les 3 dernières années, tu vas en parler, toi, Fred, tu étais là depuis le début. Donc ouais, non, ça a complètement changé. Voir le monde qu'il y a, c'est quand même impressionnant. Donc ouais, ça a complètement explosé. Ouais. Et je pense que ça va continuer. Un acteur, donc Nike SCG, à suivre, tout comme T-Rex, New Balance, ASICS, qui reviennent très fort dans la discipline. Tout à fait. Et donc, on parle de différents acteurs, différentes tailles d'acteurs. Il y a vraiment tout présent sur le salon et sur les courses aujourd'hui, cette semaine. Et donc, tous ces acteurs-là se donnent énormément de mal pour fédérer et attirer l'attention des consommateurs, des distributeurs, des journalistes. C'est devenu un petit peu le festival de Cannes du trail running. On a nos genres de stars, on a nos petites célébrités, nos influenceurs. Et justement, Fred, je crois que tu as rencontré une des figures notables du trail actuel, qui n'est pas au départ vendredi, mais qui l'a été à plusieurs reprises, qui fait partie plus ou moins de l'histoire du TMB. Quelque part, il fait partie des légendes de l'UTMB. Mais en tout cas, il est bien ici, finalement, plus cette semaine, pour faire du business. Et tu vas nous en parler. Et oui, j'ai rencontré aussi quelqu'un que vous connaissez tous, forcément, Mathieu Blanchard, l'athlète Salomon, est bien présent sur Chamonix cette semaine. Et il explique pourquoi il ne court pas cette année. Il revient sur le business du trail d'une façon générale ici, où il le voit aussi grandir et grossir, mais aussi sur son business à lui et sur sa passion pour l'entrepreneuriat. C'est la 2e interview du jour. Je vous propose de tout de suite l'écouter. Salut Fred, alors pourquoi je cours pas cette année? Il y a 2 raisons. D'abord, la première, c'était un choix déjà de prendre une petite pause technique. François Daen et Kylian Jornet, et on s'inspire des légendes qui eux disent que parfois créer un petit peu de manque avec une course peut remettre de l'énergie. Et puis c'est vrai que l'UTMB, je le cours depuis 2018 et j'avais besoin d'un petit peu reculer de cette course et surtout venir en tant que spectateur pour vraiment avoir ce syndrome du FOMO au maximum, pour ensuite avoir qu'une envie, c'est de le recourir l'année d'après. Donc j'aurai 12 mois pour le faire. Et sinon aussi, c'est que j'avais un autre projet cette année, c'est de courir la Hard Rock et les championnats du monde. J'ai pas été qualifié pour les championnats du monde, mais je me suis dit je reste sur mon choix initial de pas courir l'UTMB, et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis pas au départ cette année. Alors, tu as commencé le trail avec une victoire du côté d'Arikana en 2016, il me semble, me rappelait Nico Fréret. Tu vois depuis 8 ans, 9 ans maintenant, ce monde du business évoluer, exploser. On l'est ici avec la House of Mountain. Ça t'inspire quoi? Ça te fait peur? T'es positif là-dedans? C'est comment? C'est comme toutes les grosses croissances un peu hétérogènes là, ça part un peu dans tous les sens. Certains y vont avec un intérêt financier, d'autres y vont avec des intérêts de valeur de trail. C'est un monde qui se mélange. Après, il y a du bon et du moins bon à prendre. Moi, en tout cas, c'est sûr que je veux pas cracher dans la soupe. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre mon rêve, c'est-à-dire de vivre de ma passion, de me professionnaliser là-dedans, et c'est grâce finalement à ce business et grâce à ce qui se fait ici à Chamonix. Et puis l'exemple, encore cette semaine, je cours pas à l'UTMB, mais je suis là pour faire des rencontres, pour aussi moi entre guillemets faire des business, rencontrer des marques, voir un petit peu comment se porte le marché, les tendances. Et donc voilà, c'est comme ça, on a un sport aujourd'hui qui grossit, et puis il y a du positif à prendre là-dedans. On dit souvent que ça s'est professionnalisé au fil du temps avec Kylian, avec François, et que toi, aujourd'hui, tu apportes encore un étage supplémentaire. Tu as cette sensation-là que Mathieu Blanchard est un petit peu plus business, et tu t'en caches pas, que les autres coureurs par le passé?
Oui, effectivement. Alors moi, c'est sûr que avant de faire du trail, j'avais déjà un petit peu une passion pour l'entrepreneuriat. Tu vois, j'ai fait des multi-projets étant étudiant. Et puis plus tard, quand j'ai commencé ma vie d'ingénieur aussi, j'ai fait plein de side projets un peu en entrepreneuriat. Et c'est quelque chose aussi qui est intéressant de se dire que aujourd'hui, pour devenir sportif professionnel en trail, on n'est pas uniquement obligé de gagner l'UTMB. On a aussi d'autres vecteurs pour le faire. La communication, par exemple, on peut être très bon sur ce qu'on va raconter sur les réseaux sociaux ou ailleurs et ça va suffire pour intéresser des marques et en vivre. On peut aussi penser à la production de films aussi. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de partir sur des aventures hors trail, mais qui intéresse aussi les marques parce que ça reste dans le plein air et on peut monter un business model autour du film aussi où on peut créer un modèle de rémunération. On peut aussi prendre des parts chez des partenaires. C'est ce que j'ai fait aussi. Moi, j'aime beaucoup le développement de produits, le prototypage, et c'est ce que j'ai fait chez des partenaires comme NAC, comme Campus, comme Finishers, où je prends des parts de l'entreprise et où, indirectement, je fais aussi du business là-dedans. Donc voilà, c'est une manière de voir les choses aussi. Et puis, je trouve ça cool aujourd'hui de se dire que on n'est pas obligé d'être un super ultra performeur pour pouvoir vivre de son sport. Retour en direct depuis la House of Mountain avec Iron après cette interview de Mathieu Blanchard. On accueille nos 3 invités du jour. Le premier, le plus ancien, c'est pas péjoratif, Jean-Michel Fort-Vincent. Alors mon binôme dinosaure, puisque on est tous les deux des anciens de la discipline. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On en parlera. Sport marketing manager chez New Balance. À sa droite, Alex Filiti, manager du média anglophone Meta Endurance et Meta Endurance Racing. Il nous expliquera exactement ce qu'ils font. Il nous fera découvrir ce jeune média 2.0. Et puis au milieu de notre plateau, Benjamin Steen, journaliste indépendant, auteur, coureur, avec à son actif la Diagonale des Fous, l'UTMB penché, et puis aussi la Saint-Élion à plusieurs reprises. Et j'ai une petite anecdote quand même que je voulais remettre au centre, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et Jean-Mi, qui est là depuis 23 ans, comme moi, sur l'UTMB, et je me souviens d'avoir croisé Jean-Mi en 2008, et je me souviens exactement où c'était, Jean-Mi, c'était près de la gare de Chamonix, et tu partais un peu rapidement, et tu me dis... là, on m'a collé à faire les ravitaillements d'un jeune Espagnol. Je le connais pas trop, mais il paraît qu'il est là pour tout péter. Il est super fort en ski alpinisme. Et donc, Jean-Mi connaît vraiment très bien Kylian, parce que c'est vrai que c'est lui qui avait fait les ravitaillements et qui avait assisté Kylian lors de sa première victoire en 2008. Je sais pas si tu t'en souviens, mais en tout cas, c'était pour moi, c'est un souvenir qui m'avait marqué. Oui, merci Fred pour le memory. Ouais, c'est vrai qu'on avait dû boire un café ce jour-là, et comme d'habitude. Et ouais, c'était les débuts de Kylian, et quand Kylian a commencé à mettre un coup de pied au milieu du trail running et recasser les codes à sa façon. Et je me rappelle, on l'avait inscrit 2 mois avant. Il m'avait passé un plan de course en moins de 20 heures, qui était hallucinant pour nous, moins de 20 heures à ce moment-là, alors que ça se gagnait en 24. Et il avait réussi son coup, et derrière, il est devenu une légende. Et un grand monsieur de 1m62. Et d'ailleurs, j'en avais, après qu'on se soit quitté, pour rentrer vraiment dans l'intimité, j'avais croisé Tony Sbalbi, que tu connais forcément, qui est aussi une légende du ski alpinisme et guide de haute montagne. Et je lui avais dit, mais tu connais ce Kylian Jornet? Il me dit, ah ouais, c'est un jeune qui casse tout en ski alpinisme, c'est une machine de guerre. Et il m'a dit, ouais, ici, il peut gagner effectivement. Donc, bien joué, Jean-Mi, vous aviez raison, bonne pioche. Nous allons parler de tout ça ce matin ensemble, parce que ça fait partie justement de ces nouvelles audiences, la compétition. Est-ce que tous ces gens-là ont transformé la façon de communiquer, d'aborder, d'écrire des nouvelles histoires, ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling dans le trail running ou dans d'autres sports. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter rapidement chacun en quelques mots, savoir qui vous êtes et ce que vous faites? Benjamin. Bonjour, comme tu l'as dit, je suis journaliste indépendant après avoir travaillé une vingtaine d'années dans la presse quotidienne. Depuis 1 an, je vole de mes propres ailes. Effectivement, avec beaucoup d'activités dans le trail, parce que c'est là effectivement que je trouve le plus de sujets. Je pensais travailler dans d'autres sphères, mais finalement c'est vraiment ce qui m'occupe le plus, sur plusieurs supports, que ce soit comme journaliste, comme auteur et comme éditeur avec les éditions Mons, chez qui on édite plusieurs formes de livres
liées au trail, notamment l'autobiographie de Ludo Pomeray qui sort cette semaine à Chamonix. Jean-Michel, je te redonne la parole. Donc Jean-Michel Vincent, je suis dinosaure du trail avec Fred Bousseau depuis, je crois, pour moi, spécialement dans le trail depuis 2003, avec la création du premier team Salomon. Et maintenant, avec New Balance, depuis 18 mois, sur une page blanche autour d'un team à monter, d'une histoire à monter qui va durer très longtemps pour commencer à exister, être dans les meilleurs teams au monde avec un objectif à 5 ans. Vice-champion du monde de snowboard au passage. Et bonjour à tous. Alex Filiti, merci beaucoup pour l'invitation, Fred, Mathilde. C'est un plaisir d'être avec vous. Moi, je travaille pour un média digital donc, qui s'appelle Méta Endurance. Ça fait depuis 2020 que je travaille pour ce média. On est basé à Bruxelles et on a effectivement une approche anglophone de notre média, mais moi je suis français. Et effectivement, comme tu disais, Fred, on a deux parties dans ce média, une partie très tech, très produit, et une partie racing où on parle davantage d'histoire, d'athlètes, d'événements. Et donc voilà, on va essayer de peut-être parler un peu des deux aujourd'hui, j'imagine. Présente-nous un petit peu le média, parce que c'est vrai que vous êtes anglophone, on vous connaît moins, moi je vous connaissais pas spécialement. Vous faites quoi précisément entre la partie tech et la partie racing ? Effectivement, on est anglophone. Le choix s'est fait histoire de toucher, enfin pour toucher des audiences plus globales. On a aujourd'hui quasiment 50% de notre audience qui est basée dans des pays anglophones, notamment aux États-Unis. Donc ce choix a payé. Et de plus en plus, les Européens sont aussi plus fluides en anglais. Donc on a aussi une audience en France et dans des pays en Europe. On a choisi de séparer le média en deux parties, une partie tech, une partie racing. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont passionnés de produits, d'innovation, de technologie et qui finalement sont moins intéressés par des histoires d'athlètes, d'événements, de résultats sportifs. Et à l'inverse, d'autres personnes sont beaucoup plus passionnées par justement des courses, des résultats, des légendes qui se construisent comme celle de Kylian et beaucoup moins par le produit. Et donc en fait, pour toucher des audiences qui sont plus pertinentes, on a scindé ce média en deux catégories. On travaille principalement pour des équipementiers, d'autres annonceurs hors industrie de la course à pied et voilà, des histoires qu'on essaie de raconter à notre manière, effectivement en anglais au quotidien. On va attaquer par une question de fond de bon matin. Est-ce que selon vous, je vous laisse répondre qui veut, aujourd'hui les courses sont devenues un nouveau média plutôt qu'un simple spectacle ou un événement ? Ils ont mis beaucoup de... On a compté, je crois, une fois, on a plus de 500 événements au compte. Plus de 1000 événements, je crois. On avait compté, on avait passé les 1000 événements chacun. Dépasser les 1000 événements, on doit être à 1100, 1200 maintenant, quelque chose comme ça. Et oui, clairement, maintenant, oui. Maintenant, c'est des scènes de spectacle. Un event, on voit un event quand on prend dans les derniers événements ici sur le marathon du Mont Blanc, par exemple, où il se passe un rebondissement tout le temps sur la course, où on a de la télé avec une équipe TV qui vient, qui fait un direct pendant 2 heures et qui s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, là on se rappelle des remontées de Raoul Ross sur un coureur kényan, il se passe plein de choses, des rebondissements. Donc c'est devenu une scène de théâtre et ça intéresse du monde parce qu'il se passe quelque chose. Il y a les beaux paysages comme le Tour de France, plus maintenant du sport. Et pour nous, marques, c'est hyper important parce qu'on voit nos produits, bien sûr, et ça crédibilise les produits. Avoir des coureurs qui vont vite et qui fonctionnent, ça crédibilise un produit. Ça doit être à peu près le discours qu'il y a eu hier, je pense, les gens de chez Brooks. Les athlètes sont là pour développer, pour crédibiliser un produit, mais aussi pour produire un spectacle. Et maintenant, tout le monde est intéressé par ça et c'est ce qui va aussi faire grandir le sport. Benjamin, tu veux ajouter un... On est ici à l'UTMB et je pense qu'on est dans l'épreuve vraiment spectacle par essence dans la discipline de l'ultra trail et en fait c'est pas nouveau hein. Je pense que l'UTMB dès l'origine, enfin l'épreuve est née en 2003 et dès 2004 Catherine Poletti qui est l'épouse de Michel Poletti lui a dit ton épreuve c'est une belle aventure. Par contre, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Il manque l'aspect événement. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on va créer, c'est de faire un spectacle. Et elle a mis en œuvre tout ce qu'elle pouvait
pour rendre cette épreuve spectaculaire, intéresser le public et accrocher une audience qui va dépasser largement celle de l'Ultra Trail. Quand elle choisit, dès 2004, elle choisit la musique Conquest of Paradise, c'est pour scénariser cette épreuve. Elle a été chercher des réalisateurs comme Didier Lafont qui avait créé Apocalypse, qui avait filmé Apocalypse Now. À l'époque, c'était des films très spectaculaires pour faire des films, et ça, c'est dès le début des années 2000, quoi. 2008, je crois. Ouais. Et ils sont aussi à l'origine de la captation en direct un peu plus tard des épreuves. Donc, je pense que c'est pas nouveau. Là, on est passé à un stade au-dessus, mais ça a été enclenché depuis une vingtaine d'années et ici à Chamonix. Alex? Oui. Cette question, en fait, elle me fait penser beaucoup à Golden Trail Series, toujours sur le trail. Jean-Mi parlait du contenant, mais il y a aussi le contenu finalement, et on est là aussi pour parler un peu de cette approche média digital. Golden Trail Series, je regardais là à l'instant, c'est 245 000 followers sur Instagram. C'est presque une société de médias à part entière. Ils font de la production, ils diffusent leur contenu avec des résultats époustouflants. Et quand ils signent un deal avec Warner sur plusieurs années, il y a toute une logique aussi derrière de distribution et ce côté spectacle qui en fait est renforcé. Donc je pense que là aussi, voilà, effectivement, un support comme Golden Trail Series devient un média à part entière, et ce sera le futur d'autres courses à l'avenir. Et pour compléter ce que dit Benjamin, dès 2004-2005, effectivement, Catherine a décidé aussi de mettre beaucoup de moyens sur la médiatisation, en embauchant tout de suite une agence de presse et en invitant tout de suite aussi des médias étrangers. Il y avait Ironfar, il y avait tous ces médias étrangers. Donc c'est vrai que la médiatisation a été très forte dès le début. Je vais passer après la parole à Mathilde, mais quelles sont, selon vous, les nouvelles communautés numériques, que ce soit en streaming, en plateforme réseaux sociaux, en plateforme immersive, auxquelles vous devez vous adresser, vous, à la fois média, à la fois marque et à la fois auteur, écrivain, qui aussi peut collaborer avec des courses. On en reviendra à la fin, mais quelles sont ces nouvelles communautés? Parce que ça a complètement changé. On parle là d'un temps 2003-2005 où on était encore à l'heure du papier, et aujourd'hui le papier a quasiment disparu pour remplacer ces médias 2.0. Ouais. Oui, effectivement, il y a des communautés. C'est assez fascinant finalement de se dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont connectées en ligne pour suivre un sport qui finalement ne se passe pas du tout en ligne. On ne parle pas de gens qui suivent d'autres gens qui jouent à des jeux vidéo. On parle de gens qui suivent des coureurs, des aventures qui se passent dans la montagne, sur une piste d'athlée, peu importe où d'ailleurs. Et donc il y a un côté assez intriguant de se poser la question, mais qui sont ces gens finalement en fait? Nous, quand on regarde nos audiences, on se rend compte que c'est des gens de tous âges, de toutes origines, hommes, femmes confondus, qui finalement en fait sont passionnés par ces histoires et qui ont envie de venir les vivre aussi en physique. Et je pense qu'on le voit assez bien finalement sur des événements comme l'UTMB où ces gens sont très connectés et arrivent à venir rencontrer les athlètes qu'ils aiment, les influenceurs qu'ils aiment. Et donc il y a quand même cette connexion entre le digital et le physique qui existe toujours. Mais effectivement, le digital est assez... c'est impressionnant par l'ampleur que ça prend, mais c'est bien des gens réels qui existent et vraiment tout profil confondu, à mon avis en tout cas. Moi, j'aurais une question pour Benjamin. Toi qui écris des histoires, et tu écris d'ailleurs l'histoire de course, tu parlais de l'UTMB tout à l'heure, tu as écrit un livre sur la Saint-Élion, tu racontes des histoires de coureurs, tu nous parlais de Ludovic tout à l'heure aussi. Est-ce qu'il y a des codes spécifiques liés aux nouvelles communautés dont on parle que tu intègres à ta façon d'écrire dans du print, du coup, dans des livres, pour pouvoir séduire ces nouvelles générations-là? Est-ce qu'il y a un nouveau code du récit ou est-ce que tu écris des histoires telles que juste tu as envie de les... Enfin, en tout cas, voilà, de les raconter ou de les éditer? S'il y avait une recette, j'aimerais bien la connaître. Mais est-ce que toi, t'en as ça... Non, j'ai pas vraiment de... Je pense que ce qui marche finalement, c'est les belles histoires. Là-dessus, rien n'a changé depuis Alexandre Dumas, quoi. Finalement, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Effectivement, il y a des nouveaux codes à intégrer. Ce que tu disais là, c'est absolument vrai. Le papier a presque disparu. On peut, moi, je le regrette un petit peu parce que j'aime l'objet, quoi, et c'est ce qu'on essaye de faire perdurer avec les éditions Mons. Mais en fait,
Ce qui compte, effectivement, c'est le fond, c'est raconter des belles histoires. Le trail, l'ultra trail, c'est un puissant fond pour raconter des belles histoires. Après, il faut effectivement s'adapter au monde dans lequel on vit, à l'audience, essayer d'aller trouver les gens là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur des films, et des histoires qu'on racontait uniquement dans des magazines auparavant ou dans des livres. Et ben aujourd'hui, on va essayer d'aller les développer sur d'autres formats. Mais sincèrement, le fond de notre travail, ça reste exactement le même, c'est-à-dire d'aller chercher des histoires qui sont fortes, avec des personnages qui sont généralement authentiques dans ces épreuves. Et oui, mon métier, je trouve pas qu'il a fondamentalement changé, quoi. Jean-Mi, plus de 25 ans non, je reviens mais je m'associe à toi, on est ensemble, on est dans le même bateau depuis avant les années 2000, donc j'ai pas de mal à te taquiner avec ça. Non, toi tu as vécu justement le début où on racontait des histoires en convoquant 2-3 journalistes avec un athlète, et puis c'était simple, chacun faisait son récit. Aujourd'hui, vous êtes multi-canaux. Ça va de TikTok à YouTube en passant par Instagram. On a connu Facebook en voie de disparition, plus aujourd'hui les influenceurs, plus aujourd'hui comment on fait pour essayer de capter toutes ces communautés, pour essayer de raconter des histoires différentes quand on est une marque, mais aussi en même temps avec le challenge de se différencier des autres marques qui ont tous exactement les mêmes problématiques. C'est complexe, hein. C'est assez complexe, mais moi j'ai un parti pris assez différent d'Alex. On travaille avec Meta déjà. Moi, le print est important. Le print reste important. Un sport sans print va pas très loin. Et là, il y a plein de cas comme ça, hein. Même des sports très très images comme le skate. Il y a des magazines de skate encore qui tournent, il y a Thrasher qui tourne encore, il y a plein de magazines qui tournent encore. C'est pas un problème. Il faut supporter, nous marques, il faut supporter toute la presse. Et quand je dis presse, c'est globalité, aussi bien un digital qu'un print ou qu'un PQR. Hier soir, je parlais avec François Den. François fait hier 2 pages dans l'équipe, plus un bandeau dans la couverture. Il était heureux comme un gamin. Alors que François, il a des centaines de demandes de digital en permanence. Mais ce qu'il a marqué, et j'ai vu aujourd'hui, il a partagé sur sa story, c'est ces 2 pages dans l'équipe. Parce qu'il me dit, mais moi, je lisais l'équipe quand j'étais gamin, je relis quand il y a le Tour de France, je lis l'équipe. Et là, j'ai 2 pages et on parle de la Vuelta et en même temps, on parle de moi. Il me dit, c'est un rêve. Donc, on se doit, nous, de toucher toutes les cibles. Mais toutes les cibles, ça veut dire aussi repasser par des bouquins, passer par des véritables prods de films qui soient des vrais films. Alors là, on est en train de travailler à 26 minutes avec un Théo Détienne, qui est produit par France Télévisions, qui sera un vrai doc. Et on revient peut-être aussi à la base. Mais à côté de ça, oui, on va travailler avec Meta, on va travailler avec Renix, on va travailler, j'en cite plusieurs parce que je ne peux pas citer que toi, tu sais, c'est comme... et c'est important, et c'est très important. Et c'est très important aussi d'être aussi bien sur Facebook que TikTok. Il faut qu'on touche tout le monde. Et moi, je ne me vois pas dire je ne parle que à cette population et j'exclus les autres parce qu'ils sont has-been ou non. C'est des gens qui aiment, c'est des gens qui aiment le sport, qui ont envie de le lire. S'ils lisent sur un bouquin de 200 pages, tant mieux. S'ils lisent dans un magazine PQR, tant mieux. Et s'ils le lisent que sur du digital, tant mieux. Mais on doit leur répondre. Et puis en plus, ces médias-là, c'est des médias qui restent, en fait, qui ancrent la discipline et qui marquent des moments. C'est exactement ça. Sans être péjoratif, c'est pas consommable. Ah non, mais bien sûr. C'est pas du consommable. Avoir un bouquin, garder un bouquin, un François Den, tous les gens qui en ce moment qui font des bouquins, François, Mathieu et tout, moi j'ai tous leurs bouquins, on les garde. Pour moi, le plus bouquin, on en parlait c'est Ricky Gate avec Transamerica. Le bouquin, il a 5-6 ans. Et c'est mon bouquin de référence en course à pied, comme les Born to Run avec Scott et compagnie. Et c'est moins consommable. On a envie d'y retourner dedans, mettre les yeux dedans en se disant, tiens, là, cette année-là, j'ai croisé Fred Bousseau avec les cheveux longs. Il a les cheveux longs. J'ai des dossiers avec des dresslocks magnifiques. Magnifique. Il était à Millau en même temps, c'est pour ça. Ah, tu nous montres après. Donc on a le sentiment que les épreuves et donc les athlètes sont vraiment utilisés par les marques comme des supports médiatiques. On le dit beaucoup depuis tout à l'heure. La subtilité, enfin même le défi d'ailleurs pour les marques, c'est d'arriver à toujours se renouveler pour raconter ces histoires finalement. Soit autour d'un même coureur, soit autour d'une équipe, soit autour
de l'épreuve en elle-même, des épreuves qui sont courues. C'est comment, enfin, est-ce qu'il y a, pareil, il n'y a pas de secret, mais c'est un vrai job d'arriver à se dire, ok, cette année, on va raconter l'histoire comme ça. C'est quoi l'approche, c'est quoi la clé? La clé, c'est l'athlète et ce qu'il a envie de dire. Mm. Moi, je parle pas à un Théo Détienne qui est en train d'exploser chez nous, comme un Emmanuel Mérias, comme un David Emanini, ou comme j'ai parlé très très longtemps avec un François Den. Ils ont des histoires et nous, on n'est pas là pour les transformer. Nous, on va les transformer au niveau de leur performance pour qu'ils soient de mieux en mieux. Par contre, leur ADN propre, on va pas toucher à ça. C'est des petits diamants. Un Théo Détienne, c'est un petit diamant qui brille, mais qui n'a pas du tout les mêmes codes qu'un François. Ce qui est normal, il est pratiquement pas de la même génération. Donc, autant à nous adapter, parce que globalement, c'est lui qui est dans le vrai, et c'est nous qui devons nous adapter au niveau de la com. Et quand on travaille avec des gens, que ce soit du digital ou des prints, on leur dit, ben voilà, ça c'est Théo, maintenant faites ce que vous voulez avec lui, mais gardez son fil rouge. Mais excellente transition, parce que j'allais poser la question à Alex justement de comment on fait pour aborder les marques et leur vendre un chouette storytelling, une histoire à raconter, parce que ça vient certes des marques et des coureurs, mais ça vient aussi parfois des médias. Comment tu approches les marques pour les convaincre que tu as un projet qui va fonctionner, Iden? Je pense qu'il n'y a pas de secret, mais c'est comme dans toute relation, peu importe que ce soit commercial, amical, peu importe, c'est se parler et se comprendre, essayer de comprendre quels sont les besoins, les défis du côté des marques. Effectivement, quand on parle avec New Balance, avec Jean-Mi, toute l'équipe autour d'un projet sur Théo, on garde en tête la personnalité de Théo, son éclat, ce côté diamant effectivement brut, et il faut s'adapter à ça. Maintenant, voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément une recette pour aller vendre un projet à une marque, pour travailler sur un film, sur une série YouTube, peu importe le format. C'est vraiment une discussion, un échange. C'est presque une réponse un peu plate, mais finalement, je pense que vraiment, il faut comprendre la marque, comprendre les enjeux, comprendre les athlètes, pour effectivement faire quelque chose qui est unique, qui est différent, qui sort du lot, parce que sinon, c'est noyé dans un flux incessant d'informations et de contenus qui sortent en ligne. Oui, il faut que ça reste vrai en fait. C'est pas genre on va appeler tout le monde pour vendre un contenu et celui qui dira oui, on va avancer avec lui finalement. Je pense que envoyer une présentation toute faite par ChatGPT à toutes les marques de l'industrie, c'est la meilleure solution pour rien vendre du tout à la fin, quoi. On est bien d'accord. Donc oui, ça prend du temps, ça fait partie de notre métier d'avoir des discussions permanentes avec nos interlocuteurs, annonceurs, marques spécialisées ou pas, et offrir des choses qui sont personnalisées, qui sont uniques et qui sortent du lot. Alex, tu vas nous quitter dans 2 minutes. J'ai une dernière question avant de te libérer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes un pur player digital, hein, qui aujourd'hui êtes vraiment né avec cette génération aussi de gens qui ne consomment que du digital, est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux transforment la compréhension et créent une segmentation des audiences et il faut parler selon sa tranche d'âge avec des langages et des codes différents? Oui, la réponse est oui. Évidemment, on va s'adresser différemment à une audience TikTok qui est une audience 18-24 ans, une audience Instagram qui est une audience 24-39 et Facebook une audience 40 et plus. C'est pas du tout les mêmes codes. Après, finalement, ce qu'on transmet, c'est la même information. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on parle d'un postulat de base. Théo Détienne a gagné le 90 du Mont Blanc. Comment est-ce qu'on partage cette information à différentes générations? Et si on le fait, c'est pas tant pour se dire on est unique sur toutes les plateformes, mais c'est surtout que si on veut que ça fonctionne, il faut différencier, il faut adapter. Sinon, c'est encore une fois un très bon moyen de se tirer une balle dans le pied. Donc oui, il y a une segmentation évidente, tant en fonction de l'âge qu'en fonction des géographies. On parle pas pareil à un consommateur nord-américain qu'à un consommateur européen. Et ça aussi, c'est quelque chose qui de plus en plus devient une différenciation entre des médias, entre des acteurs de manière générale. Et concrètement, vous avez tu as une équipe qui est spécialisée dans le langage TikTok, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui aurait 35 ans, il va peut-être pas être adapté au langage TikTok, il va peut-être pas être adapté au langage nord-américain. Vous avez différentes personnes qui ont des fonctions spécifiques par rapport à ça?
Oui, alors moi j'ai la chance de pouvoir recruter des personnes, choisir avec qui je travaille. De plus en plus, on a une équipe qui grandit. Et ce que j'adore, c'est recruter des jeunes. On a recruté quelqu'un le mois dernier qui a 21 ans. Quand j'ai signé son contrat, je voyais il est né en 2003 ou 2004. Après la première édition du TMB. Exactement, après la première édition de C'est l'UTMB. un bébé UTMB. Et je me suis vraiment dit, alors je me sens pas forcément très vieux, mais je me suis dit, waouh, là c'est quand même il y a quelque chose qui se passe, il y a une transition. Et les idées que cette personne apporte, que ces personnes apportent, parce elles sont nombreuses à être plus jeunes que moi, parfois me choquent, me dérangent, m'interrogent, m'interpellent. Et finalement, c'est en discutant que je comprends qu'il y a peut-être quelque chose à aller faire, quelque chose à aller chercher. Donc oui, il faut effectivement avoir des gens qui regardent autre chose, qui se posent des questions différemment, qui ont une vision différente du monde. Parce que si on reste avec des œillères à se dire ce qu'on fait c'est très bien et il faut perpétuer ça, c'est pas forcément très très sain et c'est juste pas très chouette non plus pour les gens qui regardent. Donc oui, complètement, il faut. Enfin, en tout cas, j'essaye d'avoir cette approche-là et je pense que c'est ce que je recommanderais s'il fallait donner une recommandation quelconque. Merci Alex d'être venu. Tu nous avais dit qu'il fallait que tu partes à 45. Il est 45 et tu seras donc à l'heure à ton rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir présenté le média Meta Endurance et Média Endurance Racing. Bonne continuation et on se retrouve tout le long de cette fin de semaine ici à Chamonix. Merci. Jean-Mi, on voit aussi, on a beaucoup parlé ces derniers jours avec nos invités, que ce soit Azix, Brooks et toi, tu as vécu aussi cette évolution entre être performeur. La performance, c'est quelque chose auquel tu as été très très attaché, auquel tu l'as dit tout à l'heure. Vous êtes là aussi pour construire des athlètes qui vont gagner des courses, mais aussi vous êtes incité à travailler avec des influenceurs. Dans 5 ans, dans 10 ans, on sera peut-être pas loin de la retraite, mon cher Jean-Mi, mais est-ce que la compétition aura autant un intérêt pour les médias ou est-ce qu'on sera plus sur des plateformes de narration et d'influence ? Là aussi, complexe. Complexe à 10 ans de se projeter à 10 ans. On peut faire 5 ans, on peut 2030. On peut se faire à 5 ans en 2030. Là, par contre, là, je suis un peu plus serein. J'espère et j'imagine la narration sera faite par des garçons qui ont construit une carrière sportive d'abord, c'est-à-dire et qui auront des choses à parler. On a plein de garçons, on peut parler d'un Théo Détienne bien sûr, mais il y a plein de garçons et filles qui se construisent. Nous, on leur demande quand même d'abord d'être crédibles en sport, d'avoir un socle sportif vraiment béton. On peut imaginer un Mathieu Blanchard. Mathieu Blanchard qui est pour moi actuellement l'influenceur le plus impactant. Il a quand même une carrière sportive avant tout. Il a un socle sportif. C'est un mec qui a fait podium à l'UTMB. On ne peut pas lui retirer. On ne peut pas lui dire... Il gagne le Grand Raid de la Réunion. Voilà. Et on ne peut pas lui dire mais non, tu ne comprends rien en sport. C'est clairement quelqu'un qui est performant en sport, derrière qui construit très très bien sa carrière, qui est hyper influent et qui est pour moi actuellement l'exemple du nouveau sportif. Et j'espère que dans 5 ans, des Mathieu Blanchard, il n'y en aura pas qu'un, il y en aura peut-être 10, 15 qui auront des choses à parler en étant crédibles. Benjamin, toi qui as vécu cette évolution, cette transformation progressive du sport, justement, un petit peu de simples récits écrits à toutes ces narrations, ces influences, tu l'analyses comment ? C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on est obligé de s'adapter, d'utiliser tous ces nouveaux supports. Cela dit, moi j'ai l'impression que ce qui reste le plus important, c'est dans une course comme l'UTMB en tout cas, c'est la course de samedi, enfin de vendredi à samedi. C'est ça qui va générer le plus d'audience. Je crois que l'équipe l'année dernière avait eu des pics à 4 millions en cumulé, je crois. L'équipe plus l'UTMB, ça représentait 4 millions de téléspectateurs, c'est assez faramineux. C'est-à-dire que l'Ultra Trail a dépassé le simple cadre des spécialistes et est devenu presque une course grand public qu'on suit dans son canapé comme le Tour de France. Et à mon sens, c'est ça qui va être le plus important à l'avenir. Pour le reste, la sphère de l'influence, effectivement, c'est quelque chose qui est très important, que les marques prennent en compte. Mais le fond, la base sur laquelle tout cela repose, ça reste quand même le sport,
ça reste l'épreuve sportive, les performances, les histoires des grands champions. Et c'est pas que je pense que ça doit rester comme ça, c'est je pense que ça va rester le plus important dans les 5, dans les 10 années à venir, parce que cette épreuve maintenant, cette discipline maintenant, elle est installée et je la vois pas retomber dans un avenir proche, quoi. Merci pour votre analyse. On va se quitter dans quelques instants parce qu'on arrive au terme de ce 4e épisode. On va se quitter avec une petite rubrique conseil. Je voudrais que vous apportiez vous aussi votre expertise là-dessus. Jean-Mi, tu essayes, t'en parlais tout à l'heure, d'écrire une belle histoire avec Théo Détienne, qui est un transfuge maintenant chez New Balance. Mais quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune qui serait inspiré par Théo? On voit ici, il est constamment arrêté dans la rue, il inspire beaucoup avec aussi son slogan la vie est dure mais pas la mienne. Donc quel conseil, un seul, tu donnerais à quelqu'un qui voudrait s'inspirer et il voudrait suivre ses traces pour essayer de se dire moi je serais peut-être le Théo Détienne dans 2030? Je pense qu'il y a un double conseil, c'est faire les choses progressivement, pas aller trop vite et s'entourer parce que c'est l'athlète qui a raison. Clairement, je le pense. C'est l'athlète qui a raison dans sa propre démarche. Il faut qu'il soit entouré de gens qui vont l'amener vers son objectif final. Et en termes d'athlète, on peut quand même dire que tu t'y connais. Tu as été aux côtés des plus grands. On en parlait tout à l'heure. Kylian, François, Thomas Laure Blanchet à ses débuts. Tu es aussi avec Rémi Bonnet, avec Camille Bruyat. Tu as été toute cette époque Salomon. Aujourd'hui, tu es avec David Emanini, avec Raoul Raos. La performance, c'est vraiment ton cœur de combat. Il faut d'abord tout miser là-dessus avant d'essayer d'être un grand communicant. Oui, clairement. Moi, ça, de toute façon, depuis qu'on se connaît, depuis le début, je dis ça à tous les athlètes. On construit, on fait du sport et après, vous communiquez. Aujourd'hui, un Raoul Ross, que tu connais parce que toi, tu l'as eu en détection juste avant. Et merci du cadeau. Un Raoul Ross, voilà, j'ai dit, tu communiques pas. C'est pas grave. Tu communiqueras plus tard. Tu as un look. Tu as tout, tes perfs, et quand on va tout aligner, tu vas devenir un leader du sport. Par contre, maintenant, je te dis, il me dit, j'aime pas Instagram, je dis, fais pas Instagram. J'aime pas TikTok, je dis, fais pas TikTok. Par contre, quand il faudra le faire, on le fera, mais d'abord, tu fais de la perf. Et c'est ce qu'il commence à faire plutôt proprement. Ouais. Et vous l'accompagnerez pour le faire? Et on va l'accompagner. Quand il aura besoin, il va lever le doigt. Et là, on aura les gens, les communicants autour et tous les supports autour pour vraiment l'aider. Là, par contre, on l'aide, que ça soit ici ou, par exemple, moi, pour la première fois, je vais aller au championnat du monde à Canfranc. Et je serai avec la fédération belge pour supporter Raoul et pour aller plus loin avec Raoul. Et s'il gagne et qu'il me dit, on va commencer à faire de la com, je dis, maintenant, go, on va faire de la com, mais il va d'abord faire une belle perf avant de faire de la com. Benjamin, toi qui écris au quotidien, quel pourrait être ton conseil pour un événement qui se monte, qui souhaite approcher une marque, mais qui ne sait pas quelle histoire lui raconter? J'aurais à peu près la même réponse que celle de Jean-Michel, c'est-à-dire qu'il faut être soi-même, quoi. Il faut pas chercher à imiter, il faut pas chercher à se caricaturer soi-même, à essayer d'adopter un discours qui existait auparavant. De la même manière qu'un athlète, il doit pas forcément essayer de ressembler à quelqu'un qui était là auparavant. Je pense que si un jeune souhaite s'inspirer de Théo Détienne, il faut qu'il s'inspire de son authenticité, de sa fraîcheur, de la façon dont il va communiquer, mais presque naturellement. Une épreuve, c'est pareil. Une épreuve, c'est généralement un parcours, une date, une histoire. Voilà, ça sert à rien de se caricaturer, il faut parler de soi, tout simplement. Et si les marques sont intéressées, je pense qu'elles viendront d'elles-mêmes et elles utiliseront en fait le support pour communiquer, mais c'est pas l'inverse. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin. On arrive au bout de ce 4e épisode, Fred. Et oui, merci Mathilde, merci à vous trois. Alex nous a quittés
sur ce 4e épisode qui parlait des nouveaux récits, nouvelles audiences, la compétition comme média d'expression pour les marques. Merci Jean-Mi, je sais que vous avez tous des rendez-vous et des contraintes dans quelques minutes. Merci Benjamin. Et puis bonne fin du TMB à tous. Et puis à demain pour le 5e épisode et dernier épisode ici en direct de Chamonix et de la House of Mountain avec Iron.fr.